Pour permettre aux populations de bien vieillir en bonne santé, l'Institut Pierre Delbert forme le grand public sur l'importance d'une alimentation équilibrée. Alimentation composée de fruits et légumes qui rend efficaces les cellules de l'organisme. La cellulologie, c'est la capacité de nos cellules à maintenir notre santé. Et nous, notre travail à l'Institut Pierre Delbert, c'est de permettre à ces cellules-là de pouvoir faire leur travail, c'est-à-dire d'assurer une prévention des maladies cardiaques, des maladies liées au diabète et des maladies liées au cancer. Dans le monde, 29 millions de personnes meurent chaque année de diabète et d'hypertension. L'Institut Pierre Delbert pense pouvoir réduire le taux en Côte d'Ivoire à travers la sensibilisation. Il faut apprendre le processus des maladies aux populations et leur indiquer les voies par lesquelles, si elles ont compris, les voies par lesquelles elles peuvent prévenir ces maladies-là. Parce que n'oublions pas que le diabète, l'hypertension, le cancer font beaucoup de ravages. Mais les méthodes conventionnelles sont pas mal, mais aujourd'hui, il faut amener les gens à s'approprier une hygiène de vie, une hygiène alimentaire. Pour les formateurs, manger trop gras et trop sucré sont cause de maladies métaboliques. Il faut donc changer cette habitude alimentaire pour être en bonne santé. Offres dispersées et irrégulières, manque d'informations sur la disponibilité des produits, cherté du transport. Dans la région de Divo, la commercialisation du vivrier est caractérisée par un niveau élevé d'incertitude. Nous essayons de faire une mise en relation d'affaires entre les commerçants et les producteurs. Cette relation de mise en affaires se passe entre les grossistes et les coopératives. Mais souvent, il y a des petits grossistes qui viennent. Leur demande est tellement petite qu'on ne peut pas les confier à des coopératives. Pourtant, la question des débouchés reste le principal souci des paysans. Bon, on produit, on ne gagne pas les clients. C'est ça qui nous fatigue ici. Si on a gagné une usine ici, vraiment on sera content. Et ce n'est pas tout. Ce sont des produits périssables. Bon, souvent, quand tu en as besoin de soit d'obtenir ton prix de poisson, tu es obligé de payer une chose, couper la banane et puis venir vendre à prix bas. Alors qu'actuellement, c'est très bien que la banane s'achète chèrement à Abidjan. La collecte étant longue et coûteuse, parfois du fait du mauvais état des pistes villageoises, les grossistes cherchent à limiter au maximum les dépenses et à gagner du temps. Les femmes sont en majorité dans le domaine. Elles s'intéressent pour la plupart à la banane, au manioc, à l'igname et aux produits maraîchers. Elles assurent la recherche du produit, son groupage et le convoyage du chargement. La plupart des grossistes ne possèdent pas de véhicules et sont ainsi dépendantes des transporteurs. Je loue nos camions à 400 000. Dans la semaine, je peux faire 2 voyages. Malgré tout, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Par des circuits courts intégrant les détaillantes. À Abidjan, l'activité des détaillantes est principalement influencée par l'extrême faiblesse de leur capital commercial. On veut que le président n'est qu'à nous faire quelque chose comme crédit, on va aller prendre l'argent pour venir vendre. Le transport urbain intermarché représente un coût particulièrement élevé dans l'ensemble des frais de redistribution. Une bonne partie du transport se fait encore par portage, ce qui limite les quantités pouvant être commercialisées. Du champ à l'assiette du consommateur, les difficultés du circuit de distribution du vivrier donnent souvent aux clients un arrière-goût amer quant au prix des produits. Des chercheurs formés à l'entrepreneuriat par le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASSERES, une formation qui s'articule autour d'exercices pratiques de cours théoriques en vue de mettre à la disposition des participants les rudiments pour devenir de potentiels entrepreneurs. Il faut donner une certaine compétence aux jeunes chercheurs, aux jeunes apprenants, pour qu'à leur sortie, ils ne pensent pas seulement à aller chercher de l'emploi, mais plutôt à en créer pour embaucher d'autres jeunes. Cette formation va à terme permettre aux chercheurs de passer de demandeurs à promoteurs d'emploi par la création d'entreprises.
Une formation qui s'adresse aussi à tous les étudiants intéressés par la valorisation économique des résultats de recherche. La formation a duré 3 jours. Il faut noter que le Passeresse a été mis en place en juin 2007. Sa mise en place répond aux besoins de promotion de la recherche scientifique au plan national. L'interdiction de l'exploitation du bois brut de petit diamètre rentre en vigueur le 1er janvier 2016. Cette mesure, prise par le gouvernement en 2014, vise à réduire la surexploitation de la forêt et particulièrement du bois. La Côte d'Ivoire exploite un peu moins de 2 millions de mètres cubes. Il fut des moments où nous sommes allés jusqu'à 5 millions de mètres cubes. Donc on a coupé plus qu'on en avait besoin. Conséquence, la ressource s'est amenuisée. Et comme la ressource est amenuisée, beaucoup d'unités aujourd'hui ont fermé parce qu'ils n'ont plus la matière première nécessaire. C'est pour cela justement que nous disons que maintenant, il faut aller vers une gestion beaucoup plus rationnelle. Avec cette mesure, l'État veut professionnaliser la filière bois et promouvoir les richesses forestières. Regardez au Sénégal, ils n'ont pas de bois, mais c'est eux qui exportent notre production transformée à Miami. Alors si on nous dit de rentrer dans la transformation, nous ne pouvons que saluer cette idée. Pour l'expérience que j'ai, il y a beaucoup de cette branche de notre métier qui vont arrêter. Parce que aujourd'hui, ils n'ont pas d'équipement industriel, ils n'ont pas d'unité de transformation. Ils achètent le bois en plantation, ils le mettent dans les camions, dans les conteneurs, ils l'exportent. Au cours des échanges avec les responsables de la Société de développement des forêts SODEFOR, certains opérateurs économiques ont plaidé pour la subvention des entreprises qui pourraient fermer. Plus rien n'interdit désormais l'accès aux archives de l'Élysée relatives au génocide rwandais. Paris a annoncé ce mardi la déclassification de ces archives. Elles pourront être consultées par toute organisation qui le désire. Cette annonce qui intervient le jour même de la commémoration du 21e anniversaire du déclenchement du génocide a valeur de symbole. Longtemps accusée par Kigali de complicité dans ce drame, la France veut montrer patte blanche. Les documents concernés comprennent des notes des conseillers diplomatiques et militaires de l'Élysée, des comptes rendus de conseils restreints de défense ou de réunions ministérielles. Le recensement de ces dossiers aurait commencé il y a 1 an. Le président François Hollande avait annoncé à cet effet que la France devrait faire preuve de transparence et faciliter le travail de mémoire sur cette période. Si la déclassification des archives de l'Élysée est saluée par des ONG telles que SOS Racisme et l'association Survie, celle-ci réclame tout de même d'autres déclassifications, notamment les archives diplomatiques et militaires. Entre avril et juillet 1994, quelques 800 000 personnes avaient été tuées en une centaine de jours selon l'ONU, des membres de la minorité Tutsi pour l'essentiel. Les massacres avaient débuté au lendemain de l'attentat qui avait coûté la vie au président Hutu, Juvenal Habyarimana, le 6 avril 1994. À la mi-février dernier, le corps mutilé d'un bébé albino s'était découvert en Tanzanie, relançant les craintes d'une population persécutée. Les albinos sont relativement nombreux dans le pays, une naissance sur 1400 contre 1 sur 20 000 en Occident en raison des mariages consanguins. À l'approche des élections générales d'octobre 2015, Josepha Turner redoute un regain de violence. Il y a des gens qui pensent que, parce qu'ils vont utiliser des organes ou du sang de personnes atteintes d'albinisme, ils vont gagner les élections. C'est un peu comme s'ils pensaient que ça leur porte chance. Les membres amputés des albinos se négocient plusieurs centaines de dollars. Bébés mutilés, enfants attaqués, de nombreux albinos sont victimes de violences et certains sont contraints de quitter leur village pour venir se réfugier en ville. J'étais dans mon village quand un type m'a menacé avec un couteau de brousse. J'ai décidé de rejoindre des amis ici, à Dar es Salaam, mais je n'ai pas de job, rien à faire de mes journées. Après avoir annoncé mi-janvier l'interdiction de la sorcellerie, les autorités tanzaniennes ont arrêté près de 225 sorciers dans le nord du pays. Mais la lutte contre les sorciers ne suffit pas, les albinos subissent aussi quotidiennement la discrimination. Ils ont un accès limité à l'éducation, au mariage et à l'emploi.
Vous pouvez tenter de postuler dans l'administration ou dans le secteur privé. Vous pouvez avoir toutes les qualifications et l'expérience imaginables, mais vous n'aurez rien à cause des préjugés contre les albinos. Les associations de défense des albinos demandent aujourd'hui un droit à la dignité. Nous voulons vivre comme les autres. Nous ne voulons pas devenir des réfugiés dans notre propre pays à cause de notre couleur de peau. Selon l'ONU, depuis 2006, 75 meurtres d'albinos ont été recensés en Tanzanie. Les jardins du Palais Royal à Paris, on a vu plus désagréable comme cadre de travail. Sur ce chantier de rénovation, Arthur, tailleur de pierre. Plus jeune, l'école n'était pas son fort. C'est un professeur de collège qui l'a mis sur la piste de son futur métier. Il avait 14 ans. Quand j'en ai discuté avec ce professeur d'histoire avec qui je m'entendais très bien, il m'a tout de suite parlé de cette organisation des compagnons, donc ces ouvriers qui voyageaient à travers la France pour acquérir de l'expérience et du savoir-faire. Comme Arthur, 10 000 jeunes, dès 15 ans, rejoignent chaque année les compagnons du devoir. Ils veulent être forgerons, tapissiers, chaudronniers ou pâtissiers, comme Zélie. Elle a opté pour cette formation après son bac littéraire. Ce soir, après sa journée de travail dans une pâtisserie, Zélie se remet au fourneau pour s'entraîner avec d'autres compagnons. Une discipline qui fait la réputation de ses artisans. On ne peut pas maîtriser son métier juste en travaillant et en faisant les mêmes tâches quotidiennement dans une même entreprise. Donc si on bosse beaucoup, c'est juste parce qu'on le veut bien et qu'on aspire qu'à s'améliorer dans notre métier. Régulièrement, les apprentis changent de ville et d'entreprise, le fameux Tour de France. Où qu'ils soient, leur base est la maison des compagnons. À Paris, ils sont une centaine à être logés et nourris ici à 2 pas de l'hôtel de ville en échange d'un loyer. Mais il y a quelques règles à respecter. Là il est 19h et comme tous les soirs, on prend le dîner fraternellement tous ensemble. Les compagnons partagent le dîner mais aussi leur chambre. Et après le repas, cours du soir. À 23 ans, Arthur a bientôt fini son Tour de France. Les rôles se sont inversés. C'est à son tour de transmettre son savoir. C'est très important la transmission chez les compagnons, de retransmettre le métier, les savoir-faire, les techniques et puis aussi les valeurs du compagnonnage. Et c'est vraiment les fondamentaux du compagnonnage, quoi. Transmettre des valeurs et des traditions aussi. On connaît tout à fait nos prénoms et nos noms de famille, mais on a gardé cette tradition-là de s'appeler par nos noms de province. Moi, par exemple, c'est bordelaise. Et Périgord pour Arthur. Après 2 ans, Zélie en est encore au début de son Tour de France. Le parcours dure 5 ans en moyenne, avec 1 année à l'étranger. Et à l'issue de leur formation, rares sont les compagnons au chômage.